Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup au GHU de Paris, Psychiatrie Neurosciences, et à toute l'équipe de psychiatres et psychologues qui m'ont invitée, j'en suis ravie, à participer à ce cycle de conférences autour des troubles de la personnalité. Donc effectivement, aujourd'hui, nous allons discuter ensemble de nouvelles manières de comprendre et d'appréhender les troubles de la personnalité, avec un focus un petit peu spécifique sur la question du trauma. Et puis, on essaiera dans un deuxième temps de dézoomer un petit peu pour comprendre les aspects de fonctionnement, d'intervention précoce et de réhabilitation psychosociale autour de ces troubles de la personnalité, notamment des troubles de la personnalité borderline qui sont considérés comme les plus sévères aujourd'hui. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Et je vous propose tout d'abord de porter un regard sur les troubles de la personnalité en 2024. Alors finalement, ce qu'on sait aujourd'hui, au vu de 30 ans d'évolution de connaissances via le DSM-5 et puis plus récemment la classification internationale des maladies 11, qu'il y a eu la possibilité d'évoluer dans notre regard autour des troubles de la personnalité, en fait, pour finalement parler aujourd'hui peut-être du trouble de la personnalité, avec donc une transition progressive d'un diagnostic catégoriel vers une approche plus dimensionnelle de ce trouble de la personnalité, qui est considéré comme un dysfonctionnement central de la personnalité, c'est-à-dire de soi et de la manière de relationner en interpersonnel. Donc cette idée de continuum finalement de ce trouble, comme si c'était finalement un spectre unique, un diagnostic unique qui évoluerait autour de la sévérité plus ou moins légère, modérée ou sévère. Donc on voit possible finalement de parler également de difficultés de personnalité et puis d'après un modèle plus ou moins sévère en fonction de la sévérité des symptômes et surtout du retentissement sur le fonctionnement de la vie de la personne. Donc, comme je vous disais, il y a l'introduction en fait de ce concept de difficulté de personnalité qui n'est pas dans le diagnostic à proprement parler, mais qui serait utile à la pratique courante, puisqu'on estimerait que près de 50% de la population pourrait être concernée par des difficultés de personnalité, sans forcément poser le diagnostic de trouble de la personnalité, mais serait confrontée à des difficultés notamment interpersonnelles. Et ensuite, à partir du moment où on a assez de critères pour pouvoir poser ce diagnostic, eh bien peut-être qu'aujourd'hui, grâce aux avancées de la CIM-11 notamment, eh bien on pourrait classer les troubles de la personnalité non plus sous différents clusters comme nous en avions l'habitude auparavant, mais plutôt peut-être sur ce spectrum léger, modéré, sévère. Donc finalement, la première étape, c'est bien sûr de se rendre compte de ce dysfonctionnement de la personne à son niveau propre et sur le plan interpersonnel, relationnel. Et puis l'étape 2, pour poser le diagnostic, ça serait de pouvoir spécifier un ou plusieurs traits qui nous permettraient d'aller un peu plus loin dans la description du dysfonctionnement de la personne avec l'affectivité négative, c'est-à-dire la possibilité d'éprouver une gamme large d'émotions négatives et puis qui sont souvent très intenses, très douloureuses, disproportionnées, mais aussi peut-être le trait de désinhibition finalement qui nous pousse à agir de manière irréfléchie sur la base de stimuli externes ou internes immédiats sans finalement arriver à tenir compte des conséquences négatives et potentielles, donc tout le champ de l'impulsivité, on le reverra. La dissocialité, finalement, ce trait de mépris des droits, des sentiments d'autrui, qui englobe à la fois l'égocentrisme et puis un petit peu le manque d'empathie. Donc on voit que ces traits-là, notamment les deux premiers cités, seraient peut-être les traits les plus présents, les plus intenses dans le trouble de la personnalité de type borderline, mais qu'effectivement, nous pourrions, en considérant le trouble de la personnalité au sens large, regarder également le détachement et la nancastie, c'est-à-dire finalement les traits rigides de perfectionnisme qui peuvent aussi parfois nous servir auprès des patients.
Et l'étape 3, finalement, ça serait de pouvoir aussi spécifier un qualificatif de pattern borderline, de modèle borderline, pour aller de plus en plus précis dans cette caractérisation du trouble de personnalité borderline. Alors pourquoi un changement de paradigme autour de ces classifications ? La question, elle est largement débattue dans la littérature et je vous encourage vivement à écouter, je crois, les autres conférences de l'après-midi, notamment la dernière qui va rentrer en détail là-dessus et puis à lire la littérature. On voit que finalement, avec les évolutions de la CIM-10 et du DSM-5 progressivement, il y avait quand même une complexité dans la manière de diagnostiquer. On voit bien que les cliniciens sont très en difficulté pour poser le diagnostic de trouble de la personnalité. D'ailleurs, ils le posent peu. Ou alors, il y avait seulement les sous-types de troubles de personnalité borderline ou antisocial qui étaient posés, ou alors troubles de personnalité non spécifiés. Et donc, il y avait cette espèce de magma un petit peu flou qui empêchait la clarté de compréhension et donc d'intérêt pour ces troubles de la personnalité. D'autre part, ce qu'il était montré aussi, c'est que les anciennes classifications ne permettaient pas de faire le lien avec les traits de personnalité normaux, alors que probablement on sait que le lien existe et donc l'évolution de ces classifications nous permettrait de mieux comprendre le lien avec ces traits de personnalité normaux. Et enfin, les classifications n'étaient pas du tout basées sur la sévérité du trouble, alors que c'est pourtant le premier facteur prédictif de souffrance et de dysfonctionnement chez les personnes. Et donc finalement, remettre au centre la sévérité permettrait de vraiment se centrer sur le plan du fonctionnement, c'est-à-dire gestion de soi et gestion interpersonnelle, plutôt que finalement de rester centré sur des descriptions comportementales, et on le voit, parfois peuvent évoluer selon le type de trouble de personne. Donc, la CIM-11 qui a commencé à être proposée par Peter Tyrer en 2010 s'est alignée finalement sur le modèle alternatif à MPD du DSM-5 et propose aujourd'hui quelque chose d'assez proche, on le voit, à la fois sur le critère A, à la fois sur le critère B, comme on disait, pour spécifier la sévérité, puis amener des qualifiants, des traits, et puis poser le pattern de trouble borderline in fine. Bon, ça, je passe rapidement. Ces différentes échelles, vous imaginez bien, chaque classification, chaque manière de classifier amène la possibilité aussi de s'intéresser à de nouvelles échelles, mais je passe un petit peu rapidement. Donc, nous avons beaucoup appris sur le trouble de la personnalité ces dernières années. On va essayer de regarder un petit peu quelles ont été les avancées dans nos connaissances. Tout d'abord, nous avons bougé dans la manière de comprendre la structure de ces troubles de la personnalité. La personnalité se réfère à la manière propre d'un individu de se comporter, d'expérimenter la vie, de se percevoir et de s'interpréter, mais aussi de percevoir les autres, les événements ainsi que les situations. Donc finalement, le trouble de la personnalité, c'est une construction unitaire et dimensionnelle, et c'est finalement bien plus qu'un ensemble de traits anormaux, puisqu'on considère que c'est un dysfonctionnement à la fois personnel et interpersonnel. Et comme on le disait, le trouble de la personnalité borderline serait probablement dans le spectre le plus sévère de ces dimensions. Et d'ailleurs, on n'en parle pas assez, mais je trouve que c'est un point vraiment central et c'est pour ça que je vous en parle dès le début. La possibilité d'associer des symptômes psychotiques vraiment réels, pas seulement dissociatifs ou psychotiques-like, de vrais symptômes dissociatifs, sont fréquents. Alors, quels sont les critères diagnostiques attendus pour parler de troubles de la personnalité ? Comme on le disait, une perturbation durable du fonctionnement de soi, identité, estime de soi, exactitude de la vision de soi, autodirection, mais également le dysfonctionnement dans les relations interpersonnelles pour pouvoir développer, maintenir des relations proches, comprendre le point de vue des autres et gérer les conflits éventuels dans les relations. Cela sur une période prolongée de temps de plus de 2 ans, qui se manifeste par des schémas inadaptés de cognition, manière de penser, d'expérience ou d'expression émotionnelle et également de comportement. Donc cela peut être généralisé, non adapté au développement
et ce qui explique finalement qu'on puisse poser un diagnostic à part entière et que ce diagnostic-là ne repose pas seulement sur des facteurs sociaux et culturels, et bien sûr entraîne une détresse et ou une altération significative du fonctionnement personnel, familial, social ou professionnel. Donc probablement ce sont ces critères-là qui sont à rechercher pour faciliter le diagnostic de troubles de la personnalité chez les personnes qui en souffrent. Donc on est véritablement sur un trouble de la relation à soi et aux autres, le Self and Interpersonal Relational Disorder. Et les problèmes relationnels, et là je cite le professeur Andrew Shannon, qui travaille à Origène, à Hype, Australie, à Melbourne, qui décrit très bien le fait que ces problèmes relationnels dans les troubles de la personnalité sont la source du trouble. C'est l'origine du trouble. Et ce n'est pas seulement la conséquence de ce trouble, comme il est question dans d'autres troubles mentaux, le trouble bipolaire, les troubles liés à l'usage de substances, les troubles du comportement alimentaire, etc. Donc on est véritablement, cette question relationnelle, elle est véritablement la source, l'émergence finalement de ce trouble. Donc quand on parle de troubles de la personnalité sévère, au sens borderline, qui pouvaient tout à fait être connus des cliniciens comme le trouble de personnalité limite ou l'état limite, eh bien finalement on serait dans un modèle aujourd'hui de compréhension avec au centre cette dimension relationnelle à soi et aux autres, et également les autres dimensions cliniques que l'on connaît de dysrégulation émotionnelle, d'impulsivité et d'expériences dissociatives. Nous avons aussi progressé dans la manière de comprendre le développement des troubles de la personnalité. Et nous savons aujourd'hui qu'il y a un rôle important d'une interaction réciproque entre le côté génétique, ce qu'on appellerait des traits dispositionnels, avec finalement une estimation de l'héritabilité de ces troubles de personnalité qui se situerait autour de 45-65%. Selon les études que l'on regarde dans la littérature, mais également et surtout la possibilité de considérer des chevauchements, c'est-à-dire une composante génétique commune avec d'autres troubles comme le trouble bipolaire, le trouble dépressif caractérisé et les troubles psychotiques tels que la schizophrénie. Cette interaction, elle se ferait également avec l'environnement social et aussi le contexte de développement des capacités de la personne. Donc on aurait vraiment ce modèle biopsychosocial, gène, environnement, développement, qui conduit à une étiologie qui est multifactorielle et qui est complexe de ces troubles de la personnalité. Ce que l'on sait aussi, c'est qu'il y a une influence probable des mécanismes socio-culturels et historiques. Ça, on le sait lorsqu'on regarde finalement les manières de concevoir le trouble dans les pays occidentalisés et puis dans d'autres pays parfois plus en souffrance, en difficulté ou en termes de précarité, avec une surreprésentation de ces troubles de la personnalité lorsqu'il est mis en évidence une diminution de la cohésion sociale dans les populations et un capital social dans les sociétés modernes. Et puis également un lien avec l'économie, bien sûr, et on voit que par exemple l'incidence des troubles de perso sévères, donc borderline, est multipliée par 6 dans les quartiers défavorisés. Donc j'ai repris un schéma qui était lui-même inspiré de plusieurs études de la littérature qui reprend un petit peu ce modèle psychosocial des troubles de la personnalité, avec finalement l'interaction génétique et puis bien sûr les processus épigénétiques, les processus biologiques et psychosociaux qui en arrivent finalement aux mécanismes, et on le voit, émotionnels, identitaires et relationnels, et qui conduisent à la présentation clinique symptomatologique que l'on connaît, à la fois cognitive, à la fois émotionnelle et à la fois comportementale, et ce finalement avec ce fil conducteur des années un adulte. Donc finalement,
la personnalité, c'est une construction progressive. Hein, on n'est plus aujourd'hui en train de dire qu'on peut poser le diagnostic qu'à partir de l'âge de 18 ans, comme si finalement, avant ça, on progressait, puis à l'âge de 18 ans, il y aurait une cassure. Non, on n'est plus du tout là-dessus. Il y a finalement un début et un pic de prévalence qui commence à la puberté, qui probablement préexiste déjà, qui se fait le plus aigu, le plus bruyant au début de l'âge adulte, probablement autour de 15-25 ans, comme d'ailleurs dans d'autres troubles mentaux. Et donc, ce qui nous laisse la possibilité aujourd'hui de pouvoir dire que poser ce diagnostic, c'est valide et c'est fiable dès l'adolescence. Et le professeur Andrew Shannen, d'ailleurs, publie beaucoup pour cette intervention précoce et la plus précoce possible dès 12 ans, si les premiers symptômes sont présents dès l'adolescence. Alors, qu'est-ce qu'il en est des mécanismes neuronaux dans les troubles de la personnalité? Eh bien, il y a beaucoup d'études dans la littérature autour de l'imagerie structurelle et fonctionnelle. Il y a un mécanisme neuronal qui est vraiment bien étudié autour de ce déséquilibre frontolimbique, avec notamment, on le sait, hein, le système limbique qui est hyperactivé. Et à la fois le cortex préfrontal qui lui est un peu altéré, hein, sous-activé, et donc ce qui fait ce déséquilibre et qui conduit à la dysrégulation émotionnelle que l'on connaît bien dans ce trouble. Et ce que j'ai trouvé récemment et que j'ai trouvé très intéressant, c'est une méta-analyse de 52 études autour de l'IRM fonctionnel qui incluait finalement une grosse population de patients souffrant de troubles de la personnalité sévère versus des contrôles, et qui finalement n'était pas si clair sur ce modèle et disait que finalement il n'y avait peut-être pas de modèle cohérent d'altération neuronale très bien défini, mais qu'il semblerait quand même que certaines régions cérébrales soient impliquées, l'amygdale bilatérale, le cortex singulaire antérieur gauche et le gyrus frontal médian par exemple. Donc là j'ai résumé un petit peu mon propos assez simplement, et du coup pardonnez-moi les inexactitudes qui puissent émerger. Donc on voit bien la part génétique importante, hein, avec ce terrain d'hypersensibilité, impulsivité, la part importante de développement, et notamment on le sait, hein, attachement désorganisé ambivalent par exemple, qui est souvent noté chez ces personnes très précocement, et puis la part importante environnementale. Et on va creuser cette question maintenant de l'implication de l'adversité précoce, hein, des facteurs d'adversité précoce, ce qu'on appelle les ACEs, Adverse Childhood Experiences, et donc l'implication de l'invalidation émotionnelle dans la possibilité de développer, ou pas d'ailleurs, mais dans la possibilité de développer un trauma précoce. Tout ça finalement conduit à une vulnérabilité émotionnelle et à une tendance à surréagir, hein, qui est liée à l'impulsivité, et via des mécanismes neurocognitifs, par les altérations des fonctions cérébrales, notamment exécutives, on va le voir, et par les vécus ou les perceptions traumatiques, hein, notamment d'abandon, de rejet et de solitude, conduisent au fonctionnement du trouble de la personnalité sévère avec les dimensions cliniques que l'on connaît. Et ce qui me paraît vraiment intéressant aussi, c'est de comprendre que lorsque les personnes expérimentant ces troubles de la personnalité sont en grande souffrance, en grande détresse avec ces dimensions cliniques qui sont hyper allumées, hyper bruyantes, on voit que finalement les schémas relationnels peuvent se répéter, conduire à de la revictimisation et donc à des traumas qui peuvent être répétés, prolongés. Hein, souvent, on voit aussi la possibilité d'associer un diagnostic de PTSD, voire de PTSD complexe, et on voit que ces comorbidités ou co-occurrences de tous ces diagnostics-là, eh bien, elles viennent renforcer notre boucle et donc alourdir finalement la sévérité clinique de nos patients. Donc on va parler à présent du focus sur le trauma précoce dans les troubles de la personnalité. Et pour cela, je vais reprendre un schéma que je trouve extrêmement clair de Neomer 2022, qui a aussi été décrit et présenté dans les papiers de Martin Bohus, dont je vais vous parler juste après, qui essaye de conceptualiser le trauma dans ces troubles de la personnalité avec cette image de la pyramide
avec le socle de pyramide qui serait finalement tout le champ du traumatisme physique, hein, avec les menaces physiques répétées, c'est-à-dire abus sexuels notamment et maltraitance physique, mais également le champ du traumatisme social avec tout ce qui pourrait être dégradation sociale au sens de l'abus et de la négligence émotionnelle, mais aussi de l'exclusion, hein, avec, on le voit, ces schémas d'abandon et d'humiliation qui peuvent être répétés. Et enfin, le pic de la pyramide, traumatisme plus personnel, donc des contraintes personnelles, qui donne finalement ce concept de physical and social trauma concept. Et on le voit, qui permet aussi de comprendre l'expression des différents champs émotionnels très présents et très représentés dans ces troubles de la personnalité. Ce qui semble clair aujourd'hui, c'est de pouvoir dire que ces adverse childhood experiences, c'est-à-dire ces expériences, ces facteurs d'adversité précoce, peuvent conduire et conduisent de manière assez soutenue à du trauma précoce, hein, du psychotraumatisme précoce, lorsque les mécanismes de sauvegarde, et notamment chez l'enfant, génèrent une charge émotionnelle tellement intense et du coup non contrôlée que les ressources sont dépassées. Et ça, on le voit bien puisque certaines études nous montrent que plus de 3/4 des enfants victimes d'abus sexuels présenteraient au moins un trouble mental. Et que 80% des adolescents maltraités, hein, considérés large maltraitance, présenteraient un trouble mental à l'âge de 21 ans. Donc on voit très clairement que le lien entre adversité précoce vécue, perçue, et apparition de traumas précoces, voire d'émergence de troubles mentaux, est très présent dans nos populations. On sait aussi que lorsqu'on regarde la population de troubles de la personnalité, et notamment borderline, eh bien, on voit que dans l'autre sens, la proportion de patients ayant vécu des adversités précoces est immense, avec plus de 60% des patients expérimentant un trouble de personnalité qui ont vécu des ACE et 70 à 90% même des patients borderline. Et si on regarde un petit peu en détail le type d'adversité précoce, eh bien on voit effectivement la part importante d'abus sexuels décrits, entre 20% et 85%. C'est vrai que dans la pratique clinique, on a plus l'impression d'être dans la fourchette haute avec nos patients que l'on suit. Quand on considère au sens large abus sexuels et physiques, donc ce que considérait aussi Martin Bohus comme le trauma physique, eh bien, on est autour de 50%, avec un âge moyen de 7 ans, donc on voit la précocité, une durée moyenne de ces ACEs de 8 ans, 85% d'actes sexuels avec pénétration et 90% en intrafamilial. Donc on voit l'impact fort de ces ACEs sur le développement de nos jeunes notamment. On voit également une part immense des facteurs d'adversité précoce émotionnelle, plus de 80%, et du harcèlement, près de 70%. Donc je pense que ça, c'est aussi des nouvelles formes d'adversité précoce à s'interroger, notamment le harcèlement scolaire, mais harcèlement aussi dans toutes les sphères de la vie, cyberharcèlement, et puis exposition peut-être précoce à des contenus multimédia non appropriés pour l'âge. Donc c'est des questions à creuser dans le trauma et qui sont vraiment indispensables. Mais finalement, on voit aussi que ces taux d'adversité précoce ne sont pas égaux à 100%. Et donc, on peut se demander, et on va le revoir dans un schéma récapitulatif, quelle proportion serait finalement observée si on considérait également l'invalidation émotionnelle dans ces facteurs d'adversité précoce. Et ce qu'on pourrait appeler invalidation émotionnelle, c'est finalement un environnement dans lequel la communication d'expériences privées suscite des réactions instables, inappropriées et extrêmes de la part d'autres,
Et les abus sexuels sont peut-être l'un des exemples les plus clairs d'invalidation émotionnelle. Et c'est ce que nous dit Marshall Linehan depuis plusieurs dizaines d'années. Finalement, on dit à la victime que l'agression ou les rapports sexuels sont OK, mais qu'elle ne doit en parler à personne. Donc on est vraiment là dans le champ de l'invalidation émotionnelle forte. Donc voilà un petit peu ce que je vous disais. Je reprends un papier qui avait été présenté à l'ESSPD 2025 par Martin Bohus et qui est sous presse actuellement, mais qui me semble vraiment très intéressant, où on voit que si on regarde la part de traumatisme somatique, ce que je vous disais, c'est-à-dire sexuel et physique, eh bien on voit des parts très importantes à la fois chez des patients souffrant de troubles borderline, mais sur des patients également souffrant de troubles mentaux non borderline, donc des contrôles, des clinical contrôls, et également chez des contrôles sains, des témoins. Si on élargit cela à tout le champ du traumatisme social, incluant donc abus et négligence émotionnelle, regardez la part immense de plus de 85% des patients qui décrivent l'avoir vécu. Et finalement, on voit cette petite proportion-là de la sphère de 10% de patients qui ne décrivent pas d'adversité précoce et où finalement on pourrait également se questionner de l'invalidation émotionnelle, oui ou non, dans cette part du cercle non décrit. En tout cas, ce qui me paraît important, c'est de pouvoir, à l'heure d'aujourd'hui, considérer que l'invalidation émotionnelle précoce peut être également considérée au cœur des facteurs d'adversité précoce et que notamment la perception de l'invalidation émotionnelle serait peut-être le cœur de compréhension de ce lien entre trauma précoce et troubles de la personnalité, puisque on voit bien, et notamment on en parlait tout à l'heure, on voit bien dans les groupes familles, notamment connexion familiale, les parents nous décrivent parfois, mais j'ai pas du tout eu l'impression d'invalider mon enfant, on est bien donc, ou d'ailleurs j'ai fait de la même manière avec mes différents enfants, et pourtant un seul a expérimenté un trouble de la personnalité borderline et pas les autres. On est vraiment peut-être sur cet aspect de perception d'invalidation émotionnelle par le jeune. Et donc, finalement, l'hypothèse de l'impact de la non-reconnaissance de la souffrance précoce, la non-reconnaissance du vécu traumatique précoce, qui soit liée à des ACE réels ou perçus par le jeune et qui serait finalement supérieure à l'impact direct de maltraitance ou négligence sur le plan cérébral. Donc, bien avoir en tête cette dimension de la perception par la personne de cette invalidation émotionnelle. Donc finalement, on voit qu'il y a une interaction qui peut se faire de ces adversités plus l'invalidation qui pourrait finalement augmenter la possibilité de développer du trauma précoce ou du trauma complexe, alors que finalement, on voit aussi des sujets qui ont vécu des facteurs d'adversité précoce mais qui ont pu être validés et donc qui offrent une possibilité probablement plus grande de résilience. Si on fait un focus à présent sur la neurocognition, qui est un sujet fort intéressant, j'espère pouvoir vous en reparler dans d'autres occasions. On voit que finalement, il y a des altérations neurocognitives qui sont liées au traumatisme précoce et aux troubles de la personnalité, notamment dans les fonctions exécutives, comme je le disais, à savoir les troubles de la planification, flexibilité cognitive, résolution de problèmes, prise de décision, et donc qui conduit à la dimension d'impulsivité clinique majorée. Est-ce que c'est juste un défaut du contrôle inhibiteur? Probablement pas. Ce concept d'impulsivité, on sait aujourd'hui que c'est un concept complexe et qu'il semble nécessaire de creuser encore. On sait, comme je vous l'ai dit, qu'il y a des modifications neuroanatomiques et neurofonctionnelles, notamment de l'amygdale et de l'hippocampe et du cortex préfrontal. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces modifications à la fois neurocognitives, neuroanatomiques et neurofonctionnelles que l'on trouve chez les patients souffrant de troubles de personnalité borderline sont similaires à ceux que l'on trouve dans les patients traumatisés précoces, avec notamment une altération du volume de substances grises notamment. Donc on pourrait penser que ces altérations neurocognitives pourraient médier le lien entre l'exposition à des ACE et l'émergence des troubles de la personnalité. Et ce qui serait intéressant, c'est de comprendre ce lien peut-être à la fois
avec les dimensions cliniques des troubles de la personnalité borderline, mais aussi peut-être avec les dimensions neurocognitives, où l'on sait que l'âge d'exposition, le type d'abus, la fréquence d'exposition et la durée d'exposition ont un poids important dans la répercussion observée chez nos patients. Donc ça, je passe un petit peu, c'est le papier que nous avions publié il y a quelques années, montrant finalement les différentes altérations cognitives observées chez les très jeunes selon l'âge d'exposition. Avec donc, comme je vous disais, 2 papiers principaux dans la littérature qui montreraient une possible association entre l'exposition à ces ACE, la neurocognition comme facteur médiateur via l'émergence du coup de troubles de la personnalité borderline. Ce que l'on a repris dans ce schéma-là, pour que vous compreniez un petit peu mieux et un petit peu plus graphisé, donc les Adverse Childhood Experiences pourraient, en fonction du moment d'impact, donc du moment de développement cérébral, entraîner des changements structurels et fonctionnels dans différentes zones cérébrales, conduire donc à l'altération des fonctions neurocognitives, notamment exécutives, et augmenter les facteurs de risque d'émergence des troubles de la personnalité, notamment borderline, qui lui-même, finalement, par l'impact clinique, en sens inverse aussi, fait feedback négatif et peut alourdir ces altérations. Donc on voit que c'est vraiment... Et on rajoute aussi l'impact du trauma par les revictimisations qui peuvent venir refaire rejouer la boucle et aggraver les symptomatologies que l'on observe chez nos patients. Si on continue ce lien sur trauma précoce et troubles de personnalité, il est possible aujourd'hui finalement de s'intéresser à 2 types de réseaux de trauma. Les state networks, avec finalement l'impact de la mémoire traumatique, des intrusions, des flashbacks, mais également des trait networks, c'est-à-dire vraiment des traits, des dimensions, et notamment autour du concept de soi, qui est aussi une question très intéressante dans les troubles de la personnalité. À la fois un concept de soi qui est très péjoré, très négatif, avec des émotions de honte, de culpabilité, de dégoût, mais également, et on va le revoir, d'importance de l'émotion de honte, et également dans les concepts interpersonnels. Donc on voit aussi qu'il est tout à fait possible de faire un lien avec ce trauma précoce et les dimensions émotionnelles que l'on connaît. Plusieurs possibilités d'explication à ça. Je citerai mon collègue Martin Blais qui finalement, autour des savoirs du Good Psychiatric Management, explique que finalement la vulnérabilité émotionnelle qui serait associée à l'invalidation émotionnelle conduirait à la dimension clinique observée de dysrégulation émotionnelle plus d'hypersensibilité dans les relations. On peut aussi comprendre ça de la manière du docteur Ducasse à Montpellier, c'est-à-dire un concept de soi altéré qui conduit à ce sentiment intérieur de vide qui fait finalement qu'on a des relations addictives avec le concept d'addiction ontologique questionné, conduisant à la dysrégulation émotionnelle, une tension émotionnelle élevée, donc des comportements impulsifs, suicidaires et parasuicidaires de mise en danger, qui nous expliquent un petit peu le fil de cette symptomatologie telle que nous l'observons. Et ce qui me semble central aussi peut-être de questionner, c'est cette surexpression de l'émotion de la honte qui pourrait être centrale dans le fonctionnement du trouble de la personnalité borderline à travers une image de soi instable, des idées suicidaires, et on sait que finalement ces idées suicidaires conduisent à une propension à vouloir se cacher, à vouloir disparaître via l'émotion de honte, mais donc une volonté de lutter contre la crise, donc les autolésions, la culpabilisation qui renforce le sentiment de vide intérieur,
l'évitement expérientiel et relationnel pour ne plus ressentir de vide, ne plus ressentir cette honte et ne plus souffrir, et donc des comportements, des stratégies dysfonctionnelles pour combler ce vide, voire contrôler les relations et éviter l'abandon. Donc on pourrait se demander si le trouble de la personnalité borderline ne serait pas aussi, en plus d'être un trouble relationnel, peut-être un trouble lié à cette dimension du trauma. Et donc je passe rapidement pour avoir le temps de vous en dire un peu plus sur la suite, mais on revoit un petit peu les altérations neurobiologiques, ces différents réseaux de trauma possibles qui conduisent à ces dysfonctionnements émotionnels, mais aussi comportementaux et relationnels, et donc finalement sur lesquels serait possible d'intervenir, et c'est ça qui nous intéresse en tant que cliniciens, avec différents types de psychothérapie pour intervenir peut-être à différents niveaux, à la fois avec des thérapies TCD, mais aussi des thérapies d'exposition. Le Martin Bohus présente aussi un dérivé de la TCD, donc la PTSD-DBT, mais également des notions de mentalisation, des notions également bien présentes dans la DBT de gestion-management de la contingence, de l'urgence et des facteurs impulsifs, et puis des éléments peut-être aussi d'autocompassion associés bien sûr à la prise en charge des comorbidités. Là où on a aussi progressé, c'est dans la compréhension de l'évolution du trouble, avec ce qu'on sait aujourd'hui, une évolution favorable des troubles de la personnalité, notamment borderline, au cours de la vie. Et je cite les études précieuses de Zanarini, avec ses cohortes prospectives sur au moins 10 ans d'évolution, voire même 20 ans, où elle observe 91% d'évolution favorable de ses patients, à 10 ans d'évolution après les premiers symptômes. Ce qu'il est aussi important de noter, c'est que malgré tout, un patient sur 2 ne retrouve pas son niveau de fonctionnement habituel. Donc on va le revoir, l'importance peut-être de se centrer sur le fonctionnement de la personne et moins sur l'intensité des comportements et des symptômes exprimés. Mais en tout cas, ce qui me paraît central à vous dire aujourd'hui, c'est que l'instabilité, dans le sens la non-stabilité d'évolution des troubles de perso au cours de la vie n'est pas du tout un obstacle à l'utilité clinique, mais peut être comprise finalement comme très utile. Et on voit souvent aussi des débats dans le questionnement, le trouble borderline est-il un trouble de la personnalité? Puisqu'il évolue favorablement dans la vie et qu'il n'est pas stable, peut-il être considéré comme un trouble de la personnalité? À ce jour, en tout cas, de nombreuses preuves dans la littérature nous montrent que cette instabilité au cours de la vie n'est pas du tout un obstacle, en tout cas. Donc là, j'ai essayé, pardonnez-moi, peut-être de la densité de ma présentation, de vous faire un petit topo des choses que nous avons observées et qui renforcent nos savoirs, mais je me permets de continuer avec tout ce qu'il nous reste encore comme chemin à parcourir et à développer pour l'avenir. Donc, ce qui serait intéressant de continuer à creuser, c'est cette question finalement du développement dans l'émergence du trouble de la personnalité, cette question de la sévérité qui conduit au niveau de fonctionnement de soi et interpersonnel, la possibilité d'une hétérogénéité que l'on voit bien sur le plan clinique avec peut-être plus de 200 phénotypes que l'on connaît, la possibilité de considérer des comorbidités associées au trouble de la personnalité, de considérer ce changement, c'est-à-dire la possibilité de cette évolution, comme on disait, et du coup d'encourager au changement aussi, puisqu'à la fois le trouble de la personnalité évolue avec la vie, mais ce changement, c'est aussi un vrai axe de thérapie, puisqu'on encourage nos malades à travailler leur motivation au changement, donc vraiment cet axe de changement, il me paraît primordial. Et puis bien sûr de continuer notre lutte contre la stigmatisation et de vraiment remettre au cœur l'intervention précoce pour de meilleurs soins. Ma présentation jusqu'à maintenant me permet de dire
voilà, on a regardé un petit peu différents focus autour du trauma, autour des liens neurocognition notamment, émotionnels notamment, invalidation émotionnelle notamment, etc. Mais ce qui me paraît central, c'est de pouvoir dire que le réductionnisme, il est scientifiquement erroné et nuisible. C'est-à-dire que l'explication aujourd'hui dans la compréhension de l'origine du trouble borderline ne peut pas être résumée ni à l'attachement désorganisé seul, ni au trauma développemental, ni à l'invalidation émotionnelle, ni à un modèle centré exclusivement sur les émotions, ni à une représentation erronée du self-concept. Tout ça, ce n'est ni nécessaire ni suffisant pour le développement du trouble de la personnalité. Et ça me semble intéressant de considérer ça comme justement un puzzle multiple pour vraiment prendre voilà, la considération que le trouble de la personnalité, c'est une entité dimensionnelle, complexe, multifactorielle et donc très riche. De la même manière, dans la compréhension de sa structure, on voit des papiers dans la littérature qui ont remis en question le diagnostic de trouble de la personnalité borderline récemment, qui se sont questionnés sur le diagnostic de trouble de la personnalité borderline. Ne serait-il pas finalement un PTSD complexe ou ne serait-il pas finalement un trouble bipolaire? Voilà, ces réductionnismes-là, on le sait aujourd'hui, semblent erronés et insuffisants pour vraiment prendre la dimension de ce concept de trouble de la personnalité. De la même manière, pour comprendre la symptomatologie de ce trouble et la possibilité des comorbidités, des co-occurrences, en fait, on peut regarder le champ très large de tous les autres troubles mentaux qui pourraient être associés et qui partagent différents champs de symptômes. Et puis, le grand pas qui nous reste à faire aussi, c'est autour de la stigmatisation et de l'autostigma. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en 2024, le trouble de la personnalité, ce n'est pas une priorité de santé publique encore. Et on vient tout juste finalement peut-être de passer du statut de diagnostic controversé à celui de problème de santé mentale courant tout au long de la vie. Encore faut-il lui donner la place qu'il mérite, puisque l'on voit que ce trouble mental est aujourd'hui un des plus stigmatisés en santé mentale. C'est probablement le trouble dont les psychiatres ont le plus peur. On voit qu'il est encore très stigmatisé et peut-être encore plus par les cliniciens et les soignants que par le grand public qui finalement peut être méconnu, la population générale. Et la perception d'un plus grand manque d'objectifs dans le travail. Donc, un espèce de flou sur le plan de la thérapie et des objectifs que l'on peut proposer à nos patients. Donc, on voit finalement ce que le professeur Shannon, et je le recite parce que je trouve que c'est assez intéressant pour discuter stigma, considère comme un soft bigotry of low expectation, un sectarisme doux avec peu d'attente, qui finalement se contente, cette forme clinique qui se contente finalement de peu d'attente et qui génère beaucoup de sectarisme, qui ignore les preuves scientifiques présentes, qui s'accroche à des notions dépassées et réfutées, qui vise un système finalement de soins moins pire, mais pas efficace, et qui ne s'attend jamais ou qui ne cherche jamais à ce que les gens puissent s'épanouir véritablement. Donc, il est peut-être important de revoir un petit peu les objectifs qui cibleraient mieux les besoins des personnes atteintes et non les besoins des services, et notamment des services de soins. Il en est de même avec les soins que l'on propose dans les troubles de la personnalité. Probablement, nous continuons à exagérer la complexité du traitement dans les troubles de la personnalité. Et on voit au fil des âges que finalement, ce que l'on peut proposer n'a probablement véritablement pas tant changé que ça. Et ce que l'on propose aujourd'hui, c'est peut-être des soins à une échelle modeste, souvent inaccessibles, en tout cas pour les jeunes patients ou les patients les plus sévères, encore probablement coûteux, et coûteux dans le sens d'implication des patients qui parfois sont
peu pris en compte dans les antécédents, notamment trauma, et donc leurs altérations neurocognitives. Et donc les schémas parfois de thérapie sont peu adaptés ou peu souvent adaptés. Des thérapies qui sont encore longues, qui sont souvent peu adaptées aux jeunes et souvent déconnectées du système de santé mentale de manière générale. Notre intervention, elle est souvent tardive et on considère souvent, et là je reprends des images d'Andrew Channen, où beaucoup d'attention est portée finalement sur la psychothérapie comme un glaçage et non peut-être sur le gâteau en lui-même, ou voilà, différentes marques de lessive parfois qui peuvent amener à différents types de psychothérapie proposées, mais qui parfois peut-être camouflent un petit peu les véritables enjeux d'union nécessaire et d'intervention précoce. Donc probablement nous devrions tenter au mieux de décloisonner un petit peu ces différents diagnostics en psychiatrie, tout en préservant bien sûr les connaissances et les compétences spécialisées dans les différents troubles. Peut-être mieux accueillir, respecter et s'adapter aux besoins des personnes, offrir les mêmes droits d'accès à nos patients souffrant de troubles de la personnalité que d'autres patients souffrant d'autres troubles, réfléchir à une approche plus transdiagnostique, adapter le traitement selon le stade de la maladie et peut-être considérer que l'intervention précoce et la réhabilitation psychosociale sont des objectifs simples et réalisables. Et donc pourquoi devons-nous nous préoccuper, faire ce focus sur les troubles de la personnalité chez les jeunes? Eh bien parce qu'on sait que la santé mentale des 15-25 ans est un véritable enjeu aujourd'hui, avec le poids des troubles psychiques et l'incidence des maladies invalidantes, notamment chez nos jeunes. Et on le voit, un début précoce des troubles psychiques, avec 50% de nos jeunes qui ont des premiers symptômes avant l'âge de 15 ans, 75% avant la fin de l'adolescence. Donc on voit l'impact de cette tranche d'âge peut-être des 15-25 ans. Mais on sait aussi dans notre pays, en France, que ce poids des troubles mentaux chez nos jeunes et nos très jeunes est très lourd. De plus, on sait que le trouble de la personnalité est fréquent. On estime sa prévalence autour de 10% en population générale. Et lorsqu'on considère le trouble de la personnalité sévère borderline, peut-être 3% des jeunes seraient concernés. Alors c'est vrai que parfois on voit des études qui grossissent un petit peu les chiffres et parfois on utilise aussi ces chiffres un peu grossis où on estime peut-être autour de 1 sur 10, mais qui est probablement erroné, des jeunes adolescents et jeunes adultes qui souffriraient de troubles borderline dans certaines populations. En tout cas, voilà, peut-être un chiffre plus global de 3% de nos jeunes, 1% des adultes en population générale. Parfois, les chiffres de prévalence vont jusqu'à 6% de la population générale. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ça concerne à peu près 20% de nos patients hospitalisés, 10% au moins des patients tout venant en psychiatrie pour consultation, 10% également des visites aux urgences pour ce motif-là, et jusqu'à 50% des patients qui sont hospitalisés dans des services de post-urgence psychiatrique. Ce qu'on sait aussi, c'est que seulement 20% de cette population-là fréquente des services de santé mentale. Et donc probablement, cette mission de détection précoce est centrale pour pouvoir peut-être offrir des soins aux 80% qui ne demandent pas d'aide. On sait aussi qu'à l'âge de 24 ans, un jeune sur 5 aura souffert d'un trouble de la personnalité et parmi ceux-là, également 20% d'un trouble borderline sévère. On sait que c'est un trouble grave, qui est indéniablement un problème de santé mentale grave, qui est associé à des comportements suicidaires et des autolésions. Plus de 3/4 de nos jeunes ont recours à des autolésions, self-harm, quel qu'il soit, scarification, brûlure, coups auto-infligés, etc. 90% le font à répétition, ce qui augmente x15, x30 le potentiel suicidaire de ces jeunes, avec un taux de décès par suicide qui est entre 5 et 10%, qui correspond
Donc, voilà, on prend la mesure hein, de la gravité. Donc là, je passe un petit peu, c'est le modèle que j'avais repris pour expliquer un peu les autolésions, mais je passe rapidement, pardonnez-moi. L'importance de considérer les comportements impulsifs et les comorbidités, comme je vous le disais, et des risques qui sont spécifiques chez nos jeunes. Plus l'âge de début est jeune, plus le risque de maintenir le trouble à l'âge adulte est élevé. Et puis bien sûr, les marqueurs biopsychosociaux, notamment les ACEs, le profil de troubles de la personnalité, des comorbidités associées, la gravité des symptômes, le contexte interpersonnel, etc., eh bien, sont des facteurs de mauvais pronostic qui nous permettent d'évaluer un petit peu le pronostic de nos jeunes. Ce que l'on sait aussi, c'est que le retentissement psychosocial vers des problématiques diverses, que ça soit relationnel, éducation, emploi, invalidité, taux de chômage, mauvaise santé physique et sexuelle, des coûts de santé de manière générale et des coûts socio-économiques sont très lourds. De la même manière, je récapitule rapidement, mais je passe aussi vite, hein, souffrance extrême, relation avec un fardeau familial aussi, une santé nettement péjorée avec une diminution de 20% d'espérance de vie, de la déscolarisation, de la désinsertion pro, un retard à l'autonomie, des risques importants, des soins parfois en errance, retardés, désengagés et une stigmatisation qui est toujours hyper importante. 3 niveaux de santé qui sont impactés, je ne vous cache rien, mais pour autant, nous avons des raisons d'espérer, oui bien sûr. Le trouble de la personnalité, c'est un trouble qui est traitable. On sait que les médicaments psychotropes usuellement utilisés ne fonctionnent pas bien, ou peuvent être des béquilles dans l'amélioration de certaines dimensions invalidantes ou des comorbidités, que la taille d'effet des psychothérapies reste modeste et que finalement des études un petit peu de grande échelle nous montrent peu ou pas beaucoup d'effets sur nos jeunes, notamment en termes d'éducation et d'emploi. Nous devons faire mieux pour aider nos populations. La psychothérapie individuelle, finalement, ne serait pas suffisante pour obtenir de bons résultats chez nos jeunes et les populations adultes. Et la majorité des personnes, comme nous l'avons vu, bénéficient rarement de services efficaces. Et enfin, bien sûr, traiter ce trouble, ce n'est pas une question d'expert. Donc, les grands points seraient finalement détection précoce. Plus de critères d'âge, on peut tout à fait considérer une détection et une intervention précoce dès les premiers symptômes, hein, qui peuvent tout à fait se voir dès 12 ans à l'adolescence. Une vraie volonté de poser le diagnostic, encourager les soins, essayer d'élargir peut-être un peu nos perspectives de psychothérapie pour adapter aux jeunes, adapter aux populations les plus sévères, bien sûr inclure les familles et les axes de réhabilitation psychosociale qui visent le rétablissement personnel et l'empowerment de l'usager me semblent des missions clés dans cette prise en charge des troubles de la personnalité aujourd'hui. Plein de papiers discutent ces enjeux de l'intervention précoce qui nécessitent de tenir compte de la personnalité et du fonctionnement au même titre que d'autres formes de psychopathologie. L'approche transdiagnostique et le staging, comme très bien décrite, notamment dans les troubles psychotiques ou les troubles de l'humeur, pourraient tout à fait être également utilisés dans les troubles de la personnalité. Et on voit de nombreux articles hein, qui s'intéressent aujourd'hui à la co-occurrence, notamment des troubles psychotiques avec les troubles de la personnalité, et puis s'intéressent à ce clinical staging et cette approche transdiagnostique. Ce qui nous amène finalement, et je conclurai là-dessus, les 3 minutes qui me restent, pour vous parler un petit peu du modèle HYPE. Alors le modèle HYPE, qui signifie Helping Young People Early, c'est un modèle d'intervention précoce et de réhabilitation psychosociale qui est développé depuis plusieurs dizaines d'années à Melbourne en Australie dans l'équipe HYPE Origène du professeur McGorry et du professeur Andrew Shanley. Comment ils sont arrivés au modèle actuel que je vais rapidement vous décrire avec cette étude que je vous conseille vraiment de lire qui s'appelle l'étude MOBI où en fait ils ont comparé cet effet
de ce modèle HYPE, hein, vraiment intervention précoce réhabilitation, associée ou non à de la psychothérapie cognitive analytique. Et quand c'était pas ce type de psychothérapie, ben, c'était une approche be-friendly, c'est-à-dire une approche vraiment tournée, bien intentionnée pour le patient, et puis friendly, versus simplement des soins habituels et be-friendly. Et ce qu'ils ont montré, c'est que eh bien, tous ces types d'interventions semblaient globalement tout aussi efficaces l'une que l'autre, ce qui les a amenés à penser que peut-être le type de psychothérapie spécialisée n'était pas, comme on le disait, le cœur du gâteau, mais peut-être le glaçage, et qui serait intéressant, hein, de pouvoir s'intéresser à l'intervention précoce comme cœur du gâteau. Donc, je parle rapidement des initiatives de ma collègue le docteur Chandrin, chef de pôle du CHU de Nîmes, également pour cette volonté de détection précoce des troubles mentaux avec l'initiative de Psytruck et de la Villa Origène, l'importance de la réhabilitation psychosociale, très bien décrite dans le livre que je vous recommande du docteur Rinto, Soyez Réhab, hein, qui explique véritablement ces missions de réhabilitation psychosociale qui sont tout à fait possibles d'appliquer aux troubles de la personnalité, ce que nous faisons dans HYPE, qui accompagne de manière très personnalisée les demandes du jeune et qui conduisent à des conditions de réussite, de prise en charge du jeune, où on replace véritablement le jeune au centre de la prise en charge et bien sûr sa famille également. On développe ces missions de case management, hein, un modèle qui est ancien, hein, qui est déjà développé depuis les années 60, mais qui nous permet aujourd'hui de faire du case management, hein, donc gestion de cas ou coordination de parcours, dans les troubles de la personnalité, avec un modèle qui n'est plus du tout médico-centré, mais un modèle qui est bien centré sur ces profils pluridisciplinaires de case managers qui peuvent être des infirmiers, des éducateurs, des psychologues, des travailleurs sociaux avec différents niveaux d'expertise et qui vont finalement accompagner le jeune à développer ses projets propres et en cohérence avec ses valeurs. Bien sûr, l'implication de la pérédance qui me semble absolument centrale aujourd'hui dans nos unités de soins pour les jeunes et pour les familles de nos jeunes, mais également la possibilité d'offrir de l'accompagnement en job coaching pour aider à accompagner vers l'autonomie et l'insertion, hein, ou la réinsertion pro. Et on dit souvent dans les troubles de la personnalité qu'il est peut-être intéressant de travailler le work before love. Voilà, donc peut-être cette dimension d'accompagnement vers l'autonomie et d'insertion pro, elle est peut-être vraiment centrale pour respecter la temporalité et le projet du jeune. C'est les missions que développe HYPE. Comme je vous disais, depuis plusieurs dizaines d'années, déjà bien mis en place sur tout le territoire australien, mais également dans d'autres pays d'Europe. Je pense notamment à HYPE Zurich Suisse, à HYPE Pays-Bas, HYPE Allemagne et même nos collègues HYPE Connectés de Québec-Montréal, qui nous permet finalement de travailler à la fois sur intervention précoce et réhabilitation psychosociale chez ces jeunes entre 15 et 25 ans. Donc là, je passe rapidement les petits clins d'œil à notre lancement de HYPE. HYPE, c'est un financement qu'on a pu obtenir grâce au soutien du ministère de la Santé et de l'ARS Occitanie via un FIOP en 2023 et qui finalement s'intéresse, comme je vous le disais, bien sûr à la gestion de la crise, mais également à des soins structurés et personnalisés qui est tout à fait possible, hein, bien sûr, de proposer des soins de psychothérapie adaptés aux besoins du jeune et à leur famille, et également de travailler le mieux vivre avec les missions de réhabilitation psychosociale. Donc, ce n'est pas un modèle qui, à proprement parler, centré sur la psychothérapie, mais par contre, il va pouvoir finalement proposer différents types de psychothérapie véritablement adaptés aux besoins de chaque jeune et de sa famille, pour peut-être finalement avoir en tête bien sûr le besoin de réduction, d'apaisement des symptômes, mais qui ne devient plus la cible de l'intervention avant tout. La cible de l'intervention, ça devient véritablement essayer d'atteindre des objectifs fonctionnels de rétablissement et de réalisation de projets en cohérence avec les valeurs chez ces jeunes, donc avec une approche relationnelle que l'on essaye de travailler nous aussi et nous d'abord pour aider du coup à améliorer les relations chez les jeunes et d'intervention psychosociale.
Bien sûr, comme je vous disais, il est tout à fait possible d'inclure et recommandé d'inclure les familles activement dans ce processus de soins et je vous recommande de vous mettre en lien avec bien sûr l'UNAFAM pour le soutien aux familles, mais également l'association Connexion Familiale qui propose un petit peu partout sur notre territoire et d'ailleurs partout dans le monde des groupes de connexion familiale qui est un groupe de psychoéducation pour les proches de jeunes souffrant de troubles de la personnalité borderline qui est validé et décrit dans la littérature, mais également de pouvoir aussi un petit peu avec cette approche transdiagnostique proposer les groupes BREF et Léo coordonnés par l'équipe de Lyon notamment et l'UNAFAM. Donc nous à Nîmes, on est fidèle à Connexion Familiale et on est très content de leur soutien qui continue depuis 2018. Je passe un petit peu sur l'approche relationnelle dont je vous ai déjà dit un mot, les compétences psychosociales décrit par l'OMS, qui est une mission centrale de HYPE, l'approche relationnelle, le parcours de soins un petit peu, dont j'aurai, j'espère, le plaisir de vous reparler en 2025, et donc les clés du rétablissement dans notre modèle. Voici notre équipe, que je remercie pour leur soutien, le CHU de Nîmes, et notre patiente partenaire graphiste rétabli et graphiste qui a monté sa boîte Atelier Temps sur Temps et qui nous accompagne depuis le lancement de Hype France. Donc, pour conclure, je rappelle un petit peu l'importance de considérer le trouble de la personnalité comme un trouble développemental fréquent et sévère qui est caractérisé par un dysfonctionnement de soi et des relations interpersonnelles proches avant tout. Je rappelle également l'importance du développement avec l'émergence, probablement autour de la puberté et de l'âge jeune adulte, qui perturbe la transition véritablement vers l'âge adulte de nos jeunes, d'où l'importance de l'intervention précoce, du staging, de l'approche transdiagnostique, du retentissement que l'on sait lourd et donc nécessaire d'évaluer peut-être au long cours, que ce soit un retentissement personnel, social, économique, l'importance d'une approche relationnelle et psychothérapeutique adaptée aux besoins de chaque patient. L'importance également peut-être de développer ces interventions psychosociales autour du case management, de la paire aidance, du job coaching, visant des missions de réhabilitation psychosociale et de rétablissement personnel et l'implication des familles très actives dans la lutte contre la stigmatisation de ce trouble-là et le sectarisme. Je vous remercie de votre attention et reste disponible pour d'éventuelles questions. Merci à tous. Merci beaucoup.